Je vais profiter de mes 6 heures de vol pour vous parler de la Géorgie. D'une population d'environ 4 millions d'habitants, elle est située sur la côte est de la mer Noire, dans le Caucase, à cheval entre l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, la Géorgie a déposé sa candidature à l'Union européenne, reconnue officiellement le 14 décembre 2023. Mais les 27 et 28 juin 2024, le processus d'adhésion a été gelé, en raison de la loi adoptée sur la transparence de l'influence étrangère, visant les sociétés civiles bénéficiant d'un financement de l'étranger. L'histoire de la Géorgie remonte au royaume antique de Colchide et d'Ibérie, qui furent ensuite unifiés. C'est l'une des premières nations à avoir adopté le christianisme comme religion officielle au début du IVe siècle. Intégrée en tant que république de l'Union soviétique, elle retrouvera son indépendance en 1991. Le territoire, de 70 000 km², 550 000 pour la France, est entouré par la Russie au nord et nord-est, l'Arménie et la Turquie au sud, et l'Azerbaïdjan au sud-est. La Géorgie est bordée à l'ouest par la mer Noire, au nord par le Grand Caucase, dont le point culminant du pays est de 5193 mètres au Manche Kara, et au sud par le Petit Caucase. Le climat est subtropical à l'ouest et méditerranéen à l'est, avec une région semi-aride sur le plateau Lori dans le sud-est. Ah, ça y est, je suis arrivé. Je regagne mon premier hôtel, Diuma Hotel, à éviter absolument. Le 29 août, je quitte Tbilissi pour Signagi. Mais avant, je vais visiter le monastère de David Garedja, à cheval avec l'Azerbaïdjan. Entre parenthèses, le gouvernement de ce dernier revendique aujourd'hui encore sa propriété. Dans les steppes de Kakheti se trouve un monastère intrigant. Le moine syrien David vécut en ermite au VIe siècle dans l'une des grottes situées à la frontière avec l'Azerbaïdjan. La construction du monastère de David Garedja date des XIe au XIIIe siècle. Ce complexe de 15 monastères indépendants fait de ce site le plus grand ensemble monastique de Géorgie. L'histoire n'a pas épargné ce lieu. Détruit une première fois par les Turcs au XIe siècle, il fut rapidement reconstruit par David le bâtisseur, qui en devint le protecteur. Les incursions successives des Mongols et des Perses à partir de la fin du XIIIe siècle donnèrent un coup d'arrêt au développement du monastère. Ses trésors furent pillés, ses manuscrits brûlés et des fresques détruites. Un peu moins d'un siècle plus tard, on entreprit de le reconstruire, mais il fut à nouveau détruit par les armées de Tamerlan à la fin du XIVe siècle et tomba dans l'oubli. Il ne fut partiellement reconstruit qu'à la fin du XXe siècle. Au retour du monastère, je m'arrête au village d'Udabno, la ville fantôme. Cette ville a été construite à l'époque soviétique, au fin fond de la steppe brûlante. Durant les années 50, suite à un simple décret, les fiers montagnards caucasiens durent abandonner leurs alpages, forêts et vallées sauvages, parcourus par d'innombrables torrents, pour une plaine aride. C'est ainsi que fut créé le grand kolkhoz d'Udabno, dont les habitants vivaient de l'élevage de bêtes. Avec la chute de l'Union soviétique, le village fut peu à peu abandonné et tomba en ruine. L'endroit n'est désormais habité que par des chiens errants et quelques familles. Une des maisons abrite un restaurant.
C'est là que j'ai mangé. Signaghi est une ville de la province de Kakheti, qui compte environ 1500 habitants et qui est située à 836 mètres d'altitude. J'ai de suite adoré ces maisons traditionnelles aux balcons en bois. Mais Signaghi, c'est aussi son système de murs de défense de 2,5 km de long, comportant 23 tours. Ces fortifications datent de l'époque d'Héraclius II, 1720-1798, et servaient de protection contre les attaques menées par les tribus du Daghestan, actuelle république autonome de Russie, et située à une quarantaine de kilomètres. Après une montée plutôt raide de 1,5 km, j'arrive au monastère de Nekrétie. Situé sur les pentes boisées du Caucase, au pied de la chaîne du Daghestan, c'est un des plus grands complexes monastiques de Kakheti. Il est composé d'une basilique datant du IVe siècle et d'une église construite entre les 6e et 7e siècles. On y trouve également le palais épiscopal bâti au XIXe siècle. Et qui dit église dit souvent vin, avec une cave comportant le pressoir où l'on écrasait le raisin avec les pieds et d'énormes jarres pour la conservation et le stockage du vin. L'église des archanges Michel et Gabriel de Grémy fut construite en 1565. Elle était en rénovation le jour de ma visite. Elle comporte quelques fresques de 1577 dont certaines ont été restaurées. Mais en de nombreux endroits, les détériorations sont trop importantes. L'édifice voisin, une tour à 3 étages, était l'ancien palais du roi Lévan, qui a régné de 1520 à 1574. C'est maintenant que je pars pour Omalo, en empruntant la route de la mort. Je vais vivre le pire cauchemar de ma vie, et me suis promis de ne plus jamais refaire ce genre d'escapade. D'ailleurs, j'ai annulé celle qui devait me mener à Chantilly. Cette route, tristement réputée pour le décès de nombreux Géorgiens, est, comment dire, une succession de nids d'autruches, de passages à guet, de revêtements constitués de gravier, de rochers, de boue, ou même de sable, sans oublier le ravin d'un côté et la montagne de l'autre, et une multitude de virages en épingle à cheveux. J'ai même dû prendre un sentier en terre battue, style toboggan, mais dans le sens de la montée. J'aurais parcouru 70 km en 4h30, plus 1 heure pour trouver ma chambre d'hôte. Vous l'aurez compris, le calvaire. L'accès à Omalo,
possible en 4x4 uniquement, est fermé dès les premières neiges et peut être interrompu lors de grosses pluies. Les habitants redescendent dans les vallées, seule une petite poignée de familles y réside annuellement. Ça y est, je suis arrivé, mais il fait nuit. Omalo, situé à 1880 mètres d'altitude, compte une quarantaine d'habitants. Ce village fait partie de la région de Touchéti, dans le Grand Caucase. Elle est bordée par les républiques du Daghestan et de Tchétchénie. En 1230 fut bâtie la forteresse de Kesselo lors de l'invasion tatare. Elle comprend 13 tours qui étaient reliées entre elles par des couloirs, qui servirent d'abri lors des incursions suivantes des Mongols et des tribus du Daghestan. Bien entendu, lorsque l'on va à Omalo, ce n'est pas uniquement pour voir la forteresse, mais aussi et surtout pour apprécier le calme et les paysages. Omalo est également le point de départ de nombreuses randonnées de plusieurs jours. Mais ça, c'est plus pour moi.
Il n'est pas encore midi, et il y a un petit village situé à 15 km d'Omalo qui me tente bien. Je me dis qu'après ce que j'ai vécu hier, la route ne peut pas être pire. Et c'est parti pour Dartlo, que j'atteindrai au bout d'1 heure, quand même. Arrivé au village, il y a ce gros cours d'eau à traverser. J'ai bien loué un 4x4, mais il n'est quand même pas amphibie. Je préfère minimiser les risques, je m'arrête avant et emprunte ce petit pont. Pour information, lors du dernier recensement de 2014, Dartlo ne comptait plus aucun habitant permanent, contre 9 en 2002. Il est situé à 2000 mètres d'altitude et son principal attrait, outre son isolement, ce sont ses tours et maisons en pierre historiques. Une tour se distingue. Elle appartient à une famille géorgienne et date du XIIIe siècle. De plan carré et bâtie en ardoise, elle est couverte d'un toit pyramidal à gradins. Je profite de cette belle fin de journée pour remonter à la forteresse et contempler le panorama.
Ce soir, les hôtes m'inviteront à leur table, et nous échangerons en anglais en trinquant, assez souvent d'ailleurs. C'est aujourd'hui que je quitte Omalo. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup pensé à cette fameuse route, toute la nuit. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Peut-être parce que la partie la plus délicate était en descente. Me voilà revenu dans des contrées plus faciles d'accès. Direction Ananouri, pour une petite halte avant de quitter la Kakheti et me diriger au nord, dans une autre région administrative de Géorgie. Ananouri, c'est avant tout une forteresse datant du XVIe siècle. Puis 2 églises ont été bâties. La plus grande, l'église de l'Assomption, date de 1689. Ce complexe abrite un monastère orthodoxe. La vue plongeante sur le lac de retenue de Djinvali n'existait pas à l'époque, puisqu'il a été construit en 1986 afin d'approvisionner en eau toute la région. Seule la rivière Aragvi coulait au pied de la forteresse. Le soir, je serai accueilli par mon hôte, dans une très belle villa. C'est sa mère qui a cuisiné un menu à base de plats géorgiens. Sans parler de ce vin, dans la carafe, une tuerie. À tous les coups, c'était le sang du Christ.